Les lacs sont des êtres vivants. Ces précieuses réserves d'eau douce naissent, vivent et disparaissent suivant d'étonnants cycles naturels. Leurs eaux paisibles semblent dormir. Pourtant, elles cachent une vie mystérieuse. Les lacs ne se révèlent qu'aux hommes et aux femmes qui prennent le temps de les observer patiemment. C'est en leur compagnie que nous allons découvrir leurs secrets. Situé au cœur de la Sibérie, le Baïkal est le lac de tous les extrêmes. Profond de 1637 mètres, long de 636 km, il contient près de 20% des réserves mondiales d'eau douce. Ses eaux sont les plus pures de la planète. Son régime climatique est des plus rigoureux, jusqu'à moins 50 degrés l'hiver. Mais ni la glace, ni le vent d'un hiver sans fin ne font obstacle au développement d'une vie animale et végétale unique au monde. Dans cette nature à la fois grandiose et hostile, des hommes et des femmes ont choisi de vivre une existence hors du commun. À 1500 km au nord de la Mongolie, le Baïkal se situe au cœur de l'Asie. Il contient autant d'eau que tous les grands lacs américains réunis. Quand ils parlent de lui, les Russes l'appellent la Grande Mer sacrée. Depuis plus de 20 ans, Sacha Yakovlev le parcourt de long en large. Ici, près de l'île d'Olkhon, en ce début du mois de mars, l'arrivée du printemps a bouleversé la glace, érigeant des barrières gelées et chaotiques, difficilement franchissables. Transporteur de marchandises et souvent seul lien entre les habitants du lac, Sacha sait quand il peut forcer le passage de ces obstacles ou quand il doit se résigner à faire demi-tour. Car la glace du Baïkal a toujours le dernier mot. Même quand elle mesure plus d'1 mètre d'épaisseur, cette banquise lacustre reste vivante, soumise à l'action de puissantes forces internes. D'immenses blocs entrent en conflit, la glace se brise sur de longues distances et de véritables murs apparaissent. Ces barrières du Baïkal, on les appelle les hummocks glaciaires. Ces hummocks se forment très facilement. Quand le lac commence à geler, la couche de glace est arrachée par le vent qui l'emporte. Le vent amoncelle ainsi ces morceaux de glace à certains endroits et ça crée des barrières comme ça. Ce hummock est relativement petit, il y en a de plus épais. Dans ces cas-là, impossible de les traverser en voiture. Ces banquises verticales peuvent atteindre 10 à 12 mètres de hauteur. Mais elles ne sont pas l'unique danger qui menace les voyageurs. Des failles, qui peuvent s'étendre sur plusieurs kilomètres, apparaissent. Selon la température et les conditions météorologiques, elles se contractent ou se dilatent, atteignant parfois 2 mètres de large. Ça m'est déjà arrivé de tomber dans l'eau. C'était le 26 avril dernier. J'ai roulé sur une ancienne fissure et, dans ces endroits, la glace disparaît beaucoup plus vite et devient très fragile. Et voilà, la voiture a coulé. C'était en plein milieu du Baïkal. Du coup, on n'a même pas pris la peine de la sortir.
très peu d'hommes et de femmes vivent sur les rives de l'immense lac Baïkal. Au nord, une unique ville, Severobaïkalsk, où n'habitent que 20 000 personnes. Au sud, plusieurs petites villes et villages dont la population totale ne dépasse pas les 50 000 âmes. Entre ces deux extrémités, sur des centaines de kilomètres, aucune route et très peu d'habitants. Plus des 2/3 des rives du Baïkal sont totalement sauvages. Dans cette nature préservée, vivent des espèces animales et végétales dont certaines ne se trouvent nulle part ailleurs sur la planète. Comment une telle diversité a-t-elle pu se développer? Comment ces animaux arrivent-ils à vivre? Et quel rapport entretiennent-ils avec le lac Baïkal? Depuis des dizaines d'années, des parcs nationaux ont été créés tout autour du lac. Ici, dans la réserve de Baïkal-Lena, Sergueï et Natasha Chabourov ont pour mission de protéger et d'étudier cette nature unique. Natasha est biologiste. Elle aurait pu travailler dans un laboratoire de la ville d'Irkoutsk, mais elle a choisi de vivre ici avec son mari, dans une cabane de seulement 12 mètres carrés. Sergueï, lui, est l'un des gardes forestiers de la réserve. En regardant la hauteur et la taille de ces écorchures, je peux vous dire que c'est un ours de 4 ou 5 ans qui les a faites. C'est un ours de taille moyenne. Sur le territoire de la réserve, les espèces les plus fréquentes sont les chevreuils, les cerfs de Sibérie, les rennes polaires, les élans et les chevrotins, qui sont tous des ongulés. Et parmi les carnivores, on trouve ici des ours bruns, des gloutons, des loups, des lynx et des renards, bien sûr. Là, on voit des cerfs qui se nourrissent sur la colline. Leur petit déjeuner va bientôt se terminer et ils vont tous partir se reposer jusqu'à ce soir. Je pense que sur notre côte, il y a environ 300 cerfs pour un territoire d'une longueur de 110 km. Pendant que Sergueï parcourt la forêt, Natasha effectue chaque jour une série de prélèvements pour le laboratoire d'études biologiques de la réserve. Car la vie sous-marine du Baïkal est tout aussi riche que la vie terrestre. Si l'eau du lac est très froide en hiver, elle n'en accueille pas moins d'innombrables espèces. Mon travail consiste à étudier les lacs. En fait, pour être plus précise, j'étudie le zooplancton. Je fais ça depuis 20 ans. C'est une zone qui n'a pas été beaucoup étudiée par les hydrogéologues. C'est donc un peu comme une terre inconnue. Ici, au Baïkal, c'est grâce à ces organismes planctoniques que l'eau est si propre. En particulier grâce à des crustacés, et notamment l'épichure du Baïkal. Grâce à elle, on peut dire que le Baïkal est un lac qui se nettoie lui-même. Toutes les éponges et ses épichures filtrent l'eau et la nettoient au maximum. L'eau du Baïkal a la réputation d'être la plus pure au monde. Les scientifiques se sont longtemps demandé comment le lac arrivait à se débarrasser de ces impuretés. Pour le comprendre, il ne faut pas hésiter à plonger dans une eau à 3 degrés. Les gens qui arrivent sur le Baïkal, qui habitent à Irkoutsk ou sur ses rivages, pensent qu'il n'y a pas beaucoup de vie ici. Mais à vrai dire,
En soulevant simplement une pierre, tout doucement, vous pouvez vous rendre compte que la vie abonde. L'une des espèces endémiques les plus étonnantes du lac est une étrange créature appelée Gubki. En les voyant onduler au gré des courants, on pourrait penser qu'il s'agit de végétaux aquatiques, mais ce sont, en réalité, des animaux primitifs. Des éponges d'eau douce, dépourvues d'organes, dont la couleur d'un vert intense provient d'algues avec lesquelles elles vivent en symbiose. Elle possède un squelette en calcium qui filtre l'eau. Une éponge de 2 cm² est capable, par exemple, de filtrer près de 20 litres d'eau par jour. L'eau passe par les éponges ainsi que tout ce qui se trouve par là. Par exemple, des résidus organiques, des restes d'algues ou d'autres organismes morts. Tout cela se tasse à sa surface et, évidemment, les pores par lesquels l'eau transite et se filtre se boucheraient s'il n'y avait personne pour les nettoyer. Mais une quantité énorme d'organismes différents vit en nettoyant le corps de cette éponge. Présents dans le lac depuis plus de 3 millions d'années, les Gubki sont un véritable trésor biologique. Sans eux, l'eau du lac ne serait pas aussi transparente. Cette exceptionnelle pureté de l'eau a permis d'installer dans le lac un instrument scientifique hors du commun. Composé d'un chapelet de sphères immergées, le Baikal Deep Underwater Neutrino Telescope est un œil électronique braqué sur les étoiles. Il scrute inlassablement l'espace à la recherche d'insaisissables particules élémentaires, les neutrinos. Ces particules, qui se déplacent à la vitesse de la lumière, sont émises par certains des événements cosmiques les plus spectaculaires de l'univers, comme les éruptions solaires ou l'explosion des supernovas. Pratiquement dépourvus de masse, les neutrinos traversent l'espace interstellaire sans être arrêtés par les obstacles qu'ils rencontrent. Lorsqu'ils atteignent la Terre, les neutrinos la traversent de part en part, ce qui les ralentit et permet leur observation. Il faut une énorme quantité d'eau, aussi pure que possible, pour que le détecteur de neutrinos fonctionne. Et il existe peu d'endroits au monde qui remplissent aussi parfaitement ces conditions que le lac Baïkal. Pour pouvoir enregistrer, le milieu doit être très transparent, que ce soit de l'eau ou de la glace. Et l'eau du Baïkal est la plus transparente de tous les lacs du monde. C'est aussi le lac le plus profond. C'est le Baïkal, notre perle commune, qui a permis de recueillir ces informations scientifiques. Voilà. C'est pour ça que le Baïkal a été choisi. Immergé dans le Baïkal à plus d'1 kilomètre de profondeur, ce détecteur transformera peut-être, un jour, notre façon de voir l'univers. Les profondeurs du lac recèlent encore bien d'autres secrets. Certains ne sont connus que des géologues qui ont sondé les couches rocheuses qui se trouvent sous la surface gelée du lac. À Kakoussi, les habitants de la région profitent des sources d'eau chaude, sans imaginer que ces vapeurs bienfaitrices sont dues à une ardente activité volcanique et que la croûte terrestre est bien plus mince ici qu'ailleurs dans le monde. Car le Baïkal repose sur une faille,
une immense blessure dans la terre sibérienne, provoquée par des bouleversements tectoniques vieux de 50 millions d'années. À cette époque, des forces telluriques gigantesques ont déformé tout le continent eurasien, élevant des montagnes, aménageant de profondes vallées. Elles ont aussi provoqué l'apparition d'une gigantesque cassure, une zone où le manteau terrestre s'écarte, ce que les géologues appellent un rift. Le processus géologique qui a donné naissance au Baïkal est toujours en cours. Les berges du lac continuent à s'écarter l'une de l'autre à la vitesse de plusieurs millimètres par an, agrandissant encore l'immense fosse déjà profonde de plus de 7 kilomètres. C'est parce qu'elles vivent séparées des autres depuis des millions d'années que de nombreuses espèces animales et végétales du lac ont connu une évolution qui les a rendues uniques. Pour le néophyte, difficile de distinguer ce phoque de ses cousins des mers glacées de l'Arctique russe. Pourtant, il ne s'agit pas d'un phoque commun, mais d'une espèce entièrement originale, le nerpa, un des rares phoques d'eau douce de notre planète. Son origine reste mystérieuse. Le phoque du Baïkal est un animal merveilleux, un mammifère aquatique. Il est devenu une sorte de symbole. On peut même dire que c'est la carte de visite du Baïkal. C'est un animal extrêmement curieux. On pense que les ancêtres de ces phoques ont migré depuis l'océan Arctique en remontant des rivières, passant graduellement de l'eau de mer à des eaux saumâtres pour finir par s'adapter à l'eau douce du Baïkal. Séparés des phoques marins depuis des millénaires, les nerpas ont connu une évolution distincte de leurs lointains parents. Ils ont un museau plus plat, des griffes plus longues, de plus grands yeux, et leurs nageoires postérieures sont très différentes de celles des phoques océaniques. Riche d'espèces endémiques telles que les goubkis et les nerpas, le Baïkal est un réservoir de biodiversité unique, plus riche biologiquement qu'aucun autre lac de la planète. C'est aussi une véritable mer intérieure, dont l'influence sur le climat est clairement perceptible. Depuis plus de 50 ans, des scientifiques se relaient dans les stations météorologiques situées sur les rives du Baïkal. Ils tentent de comprendre le régime climatique très particulier de ce lac. Yuri Ussouf travaille sur ce sujet depuis plus de 20 ans. L'hiver, les visiteurs sont rares, mais Sacha est toujours fidèle au rendez-vous. Toutes les 3 heures, été comme hiver, Yuri relève la température, la pression, l'hygrométrie et toutes les données nécessaires aux prévisions météorologiques. Les températures les plus basses s'observent généralement en janvier. Là où nous sommes, la température est d'environ moins 30, moins 35 degrés. Les températures relevées par Yuri, d'abord à 50 cm, puis à 1 mètre et 2 mètres de profondeur, témoignent d'un curieux phénomène. Le Baïkal met plus longtemps à se refroidir et à se réchauffer que le reste de la Sibérie. Si en mai, à Irkoutsk, on est en plein printemps, ici, sur le Baïkal, nous sommes encore en hiver. Il fait très froid, et la nuit, la température descend toujours au-dessous de zéro. L'automne, c'est l'inverse. Le Baïkal s'est réchauffé pendant tout l'été, l'eau est donc encore assez chaude. Et quand il commence à faire froid à Irkoutsk, ici, sur le lac, il y a encore de belles journées d'automne.
Le Baïkal agit comme une sorte de zone tampon thermique. Son immense volume d'eau lui donne une grande inertie et influence le climat sur quelques dizaines de kilomètres tout autour du lac. Aujourd'hui, rares sont les habitants qui se sont adaptés à cet environnement à la fois splendide et hostile. Le froid, les difficultés de subsistance et l'isolement sont de puissants freins à l'installation d'hommes et de femmes sur ces rives. Les braconniers profitent depuis longtemps de cette situation. Et la survie de certaines espèces animales rares est parfois menacée. Les gardes forestiers sont les ultimes défenseurs de cette biodiversité en danger. Seules 4 personnes passent encore l'hiver à Dafcha, un village construit dans les années 50. 2 météorologues, Yura, le garde forestier, et Irina, sa compagne, qui s'occupe aussi du petit musée animalier de la réserve. Les scientifiques et leurs familles, qui vivaient autrefois à l'année dans ce beau village endormi, ne reviennent qu'au beau jour. Ils laissent à Yura une nature intacte avec laquelle celui-ci a établi un lien intime. Пика, 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 пика. Пика, 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 пика. Тоже научился дубли делать. La première citelle qui s'est habituée à moi restait près de moi. Elle attrapait la graine, volait pour cacher la graine dans ma chemise ou dans mon chapeau, et puis elle retournait chercher une autre graine. Après, en la regardant, des grandes mésanges ont commencé à se poser aussi sur mon bras. En fait, ils entendent les appels. Quand un oiseau s'envole tout content parce qu'il a eu beaucoup de nourriture, il commence à émettre des bruits de joie, et les autres l'entendent. Yura ne communique pas encore avec tous les animaux de la forêt, mais il sait détecter leurs moindres traces dans la neige. Un petit animal dont l'existence est menacée est passé par ici, il y a peu de temps. Ici, ce sont des traces fraîches d'une zibeline qui est venue voir ce trou. Elle est venue de la forêt, a regardé, et elle est repartie puisqu'elle n'a rien trouvé d'intéressant. Malgré une interdiction totale de chasse dès le début du XXe siècle, les zibelines de Sibérie ont depuis toujours attiré les braconniers pour leur fourrure. En 1915, l'espèce était même menacée d'extinction. Les biologistes ont alors proposé d'étudier les vastes étendues sibériennes. Et c'est ici, sur les bords du Baïkal, que les derniers représentants de l'espèce furent découverts. Si je ne me trompe pas, il restait environ 2000 ziblines dans l'ensemble de la Russie. À ce moment-là, la question s'est posée. Il fallait absolument les protéger, les étudier. Et la réserve a été créée. C'est grâce à cette réserve que les zibelines ont pu échapper aux chasseurs et que l'espèce a pu être sauvée. À Dafcha, elle n'hésite plus à s'approcher de la maison de Yura. Le garde forestier a pu ainsi immortaliser ses rencontres avec ce petit animal. Qu'ils vivent dans les rares villages du lac ou dans une simple cabane construite sur ses rives, les habitants du Baïkal se nourrissent presque tous des poissons du lac. Pour pêcher l'hiver, il a fallu inventer une méthode originale. Car comment capturer des poissons quand une épaisse couche de glace recouvre tout le lac ?
La solution que les pêcheurs du Baïkal ont trouvée est ingénieuse. Mise en place dès la formation des premières glaces solides, une corde permet de glisser leur filet sous la banquise. Mais quand il fait moins 20 degrés, difficile de relever un filet qui pèse près de 100 kilos. Le lac contient plus d'une cinquantaine d'espèces de poissons différentes, mais seules quelques-unes sont jugées dignes d'être capturées. Dans le Baïkal, il y a différents poissons, comme l'ombre, le lavaret, l'esturgeon, le gardon ou la perche. Mais en général, nous pêchons l'homoule. Ce poisson est une autre espèce endémique du Baïkal. De la famille des saumons, il peut atteindre 50 cm de long et peser jusqu'à 5 kg. Parfois surnommé le pain du Baïkal, l'homoule est la principale ressource alimentaire produite par le lac. Mais contrairement aux apparences, la pêche de ce poisson argenté n'est pas sans risque. En hiver, toute activité sur la glace peut s'avérer dangereuse. Une fois, 2 mecs mettaient le filet manuellement. Il y en a un qui devait tirer la corde et l'autre restait dans la cabane. Donc, le mec, il tirait. Et au bout d'un moment, la corde a bloqué. Il s'est demandé « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Mais l'autre, il ne répondait pas. Donc, celui qui tirait est allé voir dans la cabane. Il arrive et il ne voit personne à l'intérieur. Il regarde tout autour et finalement, il a vu la tête du mec qui dépassait du trou. En fait, il s'était fait attraper le pied par la corde et il s'était fait tirer dans le trou. Voilà, il y a des histoires drôles comme ça. Aujourd'hui, le nombre d'homoules paraît en constante diminution. Paradoxalement, les populations de poissons et de phoques semblaient plus importantes au début du XXe siècle, alors même qu'ils faisaient l'objet d'une exploitation intensive. À Bakalskoye, au nord du lac, un kolkhoze, une coopérative de pêche de l'époque soviétique, a été créé dans les années 1920. Chaque jour, des bateaux quittaient le village pour pêcher l'homoule ou chasser le phoque. Tout s'obtenait et se partageait alors avec l'ensemble de la communauté. Il y avait environ 170 personnes, des kolkhoznikovs, qui travaillaient ici. C'était en majorité des hommes. Les femmes, elles, salaient le poisson et cousaient les chapkas en fourrure de phoque. Il y avait 4 ou 5 grands bateaux. Et juste ici, en bas, il y avait une usine de salage et aussi une usine de traitement des phoques. Maintenant, les gens continuent à pêcher, mais chacun travaille pour lui-même. Aujourd'hui, la pêcherie collective a fermé ses portes. Et les conditions de vie sont précaires. Nous sommes tout près du lac, mais l'eau courante n'est toujours pas installée dans de nombreuses maisons. Les familles qui vivent encore ici se retrouvent au centre du village, autour d'une drôle de station-service. C'est là que l'on pompe l'eau du lac, qui sera consommée tout au long de la journée. À Bakalskoye, l'activité continuelle du kolkhoze et les tonnes de poissons pêchés ne sont plus qu'un lointain souvenir. Après 6 mois d'un hiver interminable, le paysage qui paraissait figé dans la glace reprend vie. La banquise se disloque, se fragmente, et avec la débâcle, l'eau du lac reprend sa liberté.
Encerclé par des montagnes dont les plus hauts sommets atteignent près de 3000 mètres, le Baïkal reçoit en tribu les eaux des torrents, ruisseaux et rivières d'un immense bassin versant. Il y a environ 330 rivières qui se jettent dans le lac Baïkal. Les plus grandes sont la Selenga, la Bargozine ou la Haute-Angara. Tout le reste, ce ne sont que de petites rivières. Une seule d'entre elles, l'Angara, sort du lac Baïkal. Elle se jette dans le fleuve sibérien l'Inisei et continue ensuite son chemin vers l'océan glacial arctique. Pour les scientifiques de toutes les disciplines, c'est le moment où les missions d'études sur le lac sont à nouveau possibles. Olga Roussina étudie les poissons du Baïkal depuis qu'elle a obtenu son doctorat en biologie. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 61 espèces de poissons dans le Baïkal, dont à peu près la moitié sont des poissons endémiques. Des espèces qui sont liées pour la plupart à une seule famille, les cotoïdés. Après une longue évolution, et après s'être retrouvés isolés dans le lac Baïkal, ils se sont développés en 32 espèces de poissons différents. Voilà, c'est l'une des familles endémiques. Les scientifiques s'interrogent. Comme le craignent les pêcheurs, les stocks de moules sont-ils effectivement en diminution? Personnellement, je ne vois pas de changement significatif en quantité. Mais en ce qui concerne le moule, sa quantité a plutôt augmenté dans le Baïkal, et plus précisément les bandeaux-moules qui habitent au fond, dans les profondeurs du lac. Ce n'est qu'à partir du mois d'avril que la pêche peut enfin reprendre. La nature sibérienne rattrape alors le temps perdu. Les pins, les cèdres et les mélèzes, les rhododendrons et les myrtillers, d'innombrables espèces de mousses et de lichens, enfin débarrassées de la neige qui les emprisonnait jusque-là, prennent leur premier bain de soleil. Pour les habitants du Baïkal, la course contre la montre climatique a aussi commencé. En 3 mois seulement, les potagers devront produire les fruits et les légumes qui seront consommés pendant toute l'année. À Davcha, Irina, la conservatrice du petit musée de sciences naturelles, cultive une plante en voie de disparition, la racine d'or. C'est aussi une plante magnifique qui sent bon. Mais sa particularité la plus importante est que sa racine contient une molécule de type rhodiooloside. C'est quelque chose de très stimulant. Elle est même considérée comme un stimulant plus fort que le ginseng. Nous l'utilisons principalement en cas de fatigue ou de perte de force. Elle tonifie et donne de l'énergie. À Davcha, il existe une autre plante étrange dont l'histoire se confond avec celle du Baïkal. C'est l'une des plus anciennes au monde. Elle date de plusieurs millions d'années et a connu la dernière ère glaciaire. Il s'agit de Craniospermum subvilosum. C'est une plante endémique du Baïkal, un vestige de l'ère tertiaire. Elle est très rare sur nos côtes. En général, elle pousse dans ce que nous appelons la Pribaïkalie, le nord-est du lac. Elle pousse par petits groupes assez dispersés. Il n'y a pas plus d'une plante par mètre carré. On l'appelle subvilosum parce qu'elle est couverte de petits poils qui accumulent la chaleur du soleil. Dès que la glace et la neige fondent, la plante commence à pousser, les feuilles d'abord et tout de suite après apparaissent les premiers boutons. Et ils commencent à fleurir. Au même moment, les animaux qui vivaient au ralenti durant les mois les plus froids
commencent à s'affairer en quête de nourriture. Pour Natasha Chabourov, c'est le moment idéal pour le comptage des oiseaux migrateurs qui séjournent au bord du lac le temps d'y élever leurs oisillons. Mais à cette époque, il n'est pas rare qu'elle croise parfois un autre animal emblématique du Baïkal, l'ours brun. Les ours se réveillent à la fin du mois de mars. Ils sortent de leur tanière dans laquelle ils ont hiberné. Le printemps est la période où ils nettoient leurs organismes de leurs parasites. Donc, ils mangent de l'herbe et déterrent des racines. Comme les ours sont omnivores, leur alimentation est très variée. Ils mangent des insectes et des fourmis, des plantes et des racines, les cadavres de certains animaux, ou bien les petits animaux qu'ils peuvent attraper facilement. Au printemps, une des principales sources d'alimentation des ours est un curieux insecte qui ressemble à la fois à un papillon et à une mite, le trichoptère. En période de reproduction, la femelle de cet insecte pond ses œufs sur les rochers du bord du lac. Quand les larves éclosent, elles y restent accrochées le temps de se développer. Pour les ours amaigris par des mois d'hibernation, l'opportunité est trop belle. Ils descendent près du rivage afin de profiter de cette manne. Les trichoptères se mettent sur les pierres, un peu partout. Et l'ours peut alors les manger en grande quantité. Il les lèche directement sur les pierres. C'est de la protéine, donc c'est bien pour leur santé. Ils peuvent aussi trouver des poissons morts. Ils se déplacent en permanence à la recherche de nourriture. Les ours sont très opportunistes. Quand les trichoptères disparaissent, ils se rabattent sur les nids de fourmis. Et dès que les prés s'assèchent, ils se nourrissent de baies savoureuses. Plus tard, quand ils ont repris des forces, ils chassent les jeunes cerfs ou les élans qui viennent de naître. La nature du Baïkal est généreuse. Plus d'1 millier d'espèces animales vivent autour du lac. Avec le retour de la chaleur, les nerpas se prélassent sur les rochers. Et les meilleures places sont souvent très disputées. La bonne santé de ces animaux constitue un excellent indicateur de la qualité des eaux du lac. Le moindre déséquilibre de l'écosystème délicat du Baïkal aurait inévitablement des conséquences sur leur vie et celles des dizaines d'autres espèces animales. Pourtant, le Grand Lac semble être peu menacé par les pollutions. Mais jusqu'à quel point le Baïkal est-il capable de se régénérer? Ces organismes filtreurs sont-ils suffisants pour lui conserver sa transparence exceptionnelle? C'est une question à laquelle les scientifiques s'intéressent depuis des dizaines d'années. Elvira Alexandrovna et son mari ont été les premiers à travailler sur le sujet à la station biologique de Bolcheïkoti. Nous avons une base de données dans laquelle sont enregistrées toutes les recherches que nous avons effectuées depuis 46 ans. Et nous avons pris des échantillons tous les 10 jours. Vyacheslav Maximov, le fils d'Elvira, a pris la suite des travaux de ses parents. Spécialiste en microbiologie aquatique, il effectue quotidiennement des prélèvements d'eau dans le lac, de la surface jusqu'à plus de 700 mètres de profondeur. Le Baïkal est stable. Avant, on utilisait le mot auto-nettoyage, mais mon père était contre, parce que cela n'existe pas, l'auto-nettoyage. Mais le Baïkal reste stable grâce à sa géographie et à son climat.
2 fois par an, l'eau se mélange à cause des variations de température, de haut en bas. Mais dès qu'elle commence à se réchauffer un peu, cette couche d'eau va avoir une température supérieure de 1 à 4 degrés, donc elle devient plus lourde et commence à descendre. Et les couches inférieures, elles, vont remonter. C'est de cette façon qu'elles se mélangent. L'eau qui descend vers les profondeurs entraîne avec elle une grande quantité de matière organique morte. Ces minuscules déchets engloutis servent de nourriture à toutes sortes de créatures. L'étape la plus importante dans le nettoyage de l'eau est l'étape microbiologique. Ici, il y a des micro-organismes de tous les groupes, depuis ceux qui nettoient le pétrole jusqu'à ceux qui se nourrissent de matières organiques mortes ou de bactéries. En fait, le Baïkal est un lac oligotrophe, un milieu très pauvre en éléments nutritifs. Donc, dès qu'il y a des substances à consommer, même du pétrole, tous les organismes se jettent dessus et les dévorent jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Du pétrole. Si le mot peut paraître presque incongru dans cet environnement, il témoigne pourtant d'une réalité. Il y a du pétrole dans le Baïkal. Les scientifiques savent depuis longtemps que du pétrole suinte du fond du lac. Selon leurs évaluations, il s'en détache près de 4 tonnes par an. Mais d'où viennent ces hydrocarbures? Impossible de le savoir sans plonger au fond du lac. Ce n'est que depuis qu'ils disposent des sous-marins Mir que quelques scientifiques privilégiés ont pu explorer les abîmes du Grand Lac. Notre immersion au point le plus profond du Baïkal a commencé à une profondeur de 1600 et quelques mètres. Disons 1700 mètres. Ces constantes émanations d'hydrocarbures devraient provoquer une pollution dans le lac. Or, cela n'est pas le cas. Le pétrole disparaît pratiquement sans laisser de traces. Que devient-il? On a déjà circonscrit certains nouveaux organismes. En particulier, on a découvert de nouvelles espèces de nématodes. Ce sont de petits vers qui habitent dans les constructions de bitume, à proximité des sources de pétrole. Ils vivent dans des liquides plutôt denses, mais la façon dont ils survivent reste un phénomène mal connu. C'est ce qu'on essaie de comprendre. Comment arrivent-ils à vivre ici? Après des dizaines de plongées, les scientifiques ont fini par découvrir qu'en dehors des vers, certaines bactéries jouaient également un rôle important dans la dépollution du lac. Le pétrole ne disparaît que parce qu'il sert de nourriture aux micro-organismes. Sur les rives du lac, le printemps et l'été ne sont qu'un bref intermède. L'automne sibérien est déjà de retour. Puis, presque aussi soudainement qu'elle avait disparu, la glace réapparaît. Ce cycle saisonnier, avec ses écarts de température et les bouleversements de l'environnement qu'il provoque, imprime depuis longtemps sa marque sur la nature et les modes de vie des hommes. Habité depuis le néolithique, le Baïkal garde la trace de la présence de chasseurs-cueilleurs qui vivaient de la chasse aux rennes, de la capture de phoques et de la pêche. Au sud du lac, à Sagan Zaba, une falaise blanche quasi verticale témoigne de leur présence. Des scènes gravées dans la roche les montrent, juchés sur des chevaux ou chassant, l'arc à la main, le cerf ou le cygne.
Parmi ces pétroglyphes figurent aussi d'étranges images de chamans dansant, les mains levées, la tête couronnée de bois de renne. La nature sauvage du Baïkal est vénérée par les chamans sibériens depuis la préhistoire, et leurs rites se sont transmis jusqu'à aujourd'hui. La petite baie circulaire de Kougir, sur l'île d'Olkhon, est sans doute leur sanctuaire le plus spectaculaire. Face à l'immensité du lac et à un environnement qui les surpasse, les chamans actuels perpétuent la tradition et continuent à rendre hommage aux innombrables esprits qui peuplent la nature. Par exemple, ici, sur le Baïkal, nous avons une déesse de la surface de l'eau, avec Atan, le dieu des profondeurs, l'Uzut-Khan. Nous avons aussi des dieux des hameçons et de la pêche. Tous ces esprits aident les pêcheurs. Accrochés au totem de l'île d'Olkhon, des milliers de rubans flottent au vent, emportant les messages des habitants du Baïkal vers les esprits de la nature. Posés au pied des totems, des offrandes disent l'attachement d'un peuple à ses traditions, auxquelles sans doute, par une certaine superstition, beaucoup continuent à sacrifier. Et même après ces milliers d'années, nous continuons à faire des cérémonies. Âgé de 23 millions d'années, gardien des ressources aquatiques de la Sibérie et riche d'une nature singulière, le Baïkal marque ses visiteurs d'une empreinte indélébile et procure à ses habitants un sentiment d'éternité. Quand je suis arrivée sur le Baïkal avec Sergueï, on cherchait un endroit qui nous convienne. Au début, je n'avais pas l'impression que le Baïkal était un endroit pour moi. Quand nous avons traversé la réserve et que nous sommes arrivés ici, j'ai ressenti un sentiment profond qui me disait de rester. Les gens pensent souvent que c'est difficile de vivre là, mais ce n'est pas du tout le cas. Parce que le sentiment de liberté et la beauté qui nous entoure sont réellement bienfaisants. Надо Богу поклониться, сказать Ему спасибо за Байкал. Я здесь живу, я здесь родился, и ничего на свете краше не видал. Как откровения приходят и приходят простые мысли, но зачем здесь я и вы? А за горами где-то там бушуют страсти, и мы вольемся в них, конечно, но пока меня укачивает сказочное счастье, большая чаша голубого родника. Pour le Baïkal, l'enjeu est aujourd'hui de rester ce lac paisible et imposant qui ne souffre d'aucune maladie. Les projets d'implantation de centres de tourisme de masse dans sa partie sud sont une source d'inquiétude pour ses riverains. Inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, le Baïkal doit être préservé.